Ça, c'est Pierre. Il a découvert le covoiturage en passager et aimerait beaucoup devenir conducteur. Étant nouveau conducteur Blablacar, il peut débloquer un bonus de 100 € avec 3 grands trajets sur l'application. Pour ce trajet, Pierre n'a sélectionné qu'un seul passager, et ce n'est autre que Sylvain. Ils se sont déjà rencontrés sur Blablacar et sont devenus d'excellents amis. Pierre n'est pas encore au courant que c'est Sylvain en passager, mais heureusement, le hasard fait bien les choses. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de monter avec Pierre en passager, voilà. J'ai encore plus hâte. Comme c'est un nouveau conducteur, c'est ses premiers grands trajets, donc il va gagner son bonus. Je pense pas qu'il le fasse pour ça, mais c'est bon à prendre, hein. Bonjour, moi c'est Pierre et je suis là parce que cette fois-ci je suis conducteur. J'ai posté mon trajet sur Blablacar, ça c'était facile, c'est cool. Par contre évidemment sur qui je tombe? L'autre con. Comment il m'a retrouvé? C'est vous qui lui avez donné l'info? C'est pas drôle. Ouvre. Derrière, je veux pas te voir près de moi. Ouvre. Derrière. Ouais. J'avoue qu'à la 3e heure, j'ai eu peur que tu viennes pas. Moi, j'ai déjà gagné mes 2 bonus de 100 €. Alors là, du coup, je le fais en passager. Ça me repose un peu sur les grands trajets et puis ça me fait rencontrer des nouvelles personnes. Je pense que Pierre le fait aussi pour rencontrer des gens. Pierre aussi peut avoir ce bonus en faisant 3 grands trajets avec Blablacar ou 10 petits avec Blablacar Daily. Tu te rappelles la dernière fois? Oui, oui. Eh, c'est bien Blablacar, on retombe toujours sur les mêmes gens. C'est quoi le bouton là? Touche pas à ça. Je peux ouvrir les 2 fenêtres en même temps. Heureusement que j'ai mon bonus de 100 balles. Je peux appuyer sur le bouton vers la porte? Non. Hey, I just met you. Tu aimes la musique? Fais-moi une blague. Pierre. Je suis trop content de faire un covoiturage avec toi. Pierre, le premier trajet, j'ai adoré. Un chic type, hein. Agréable, poli, toujours le mot pour rire. Ferme ta gueule et casse-toi! Touche à rien dans cette voiture. Tu fermes ta gueule. J'ai entendu! Me touche pas déjà. Casse-toi! Va te faire ferme ta gueule! Chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire de la merde. Ah oui, au fait, si quelqu'un a envie de s'arrêter, qu'il aille se faire foutre. J'ai envie de m'arrêter. Va te faire foutre. Pierre conduit bien, ouais. Ouais. En fait, il est très régulier. Il adore la voie de gauche. C'est quoi les boutons sur la porte là? Ok, je touche pas. Je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que là, je tiens plus. C'est la seule fois où je suis tombé sur un mec comme ça. Toutes les autres fois, c'est des gens super. Mais là, lui, là... On s'arrête? C'est pour que je fasse pipi? Tu as une copine, Pierre. Tu fais souvent la levrette avec elle? Coquin. Si je referais du covoiturage avec Sylvain, jamais de la vie. Plutôt mourir. On joue à un jeu? Non. Devine quand le store il est fermé. Le store est fermé. Devine quand le store est ouvert. Le store est ouvert. On est devenus des super potes. Il y a un feeling. On pourra pas l'avoir avec d'autres personnes, hein. C'est rare, hein. Je referai du covoiturage, hein. Pierre, je lui ai mis 5 étoiles, hein. Ouais. Pour connaître les étapes et savoir si vous êtes éligible au bonus, cliquez sur le lien en description. Téléchargez l'application Blablacar via le lien en description, validez votre permis de conduire sur l'application, complétez et signez le formulaire d'inscription. C'est simple, concret et sans arnaque. Pour faire comme Pierre, téléchargez l'application Blablacar pour obtenir votre bonus de 100 €. Sinon, on va pas m'entendre. Du coup, est-ce que toi, quand t'étais gamin, est-ce que tu cassais les pétards en deux pour pouvoir les allumer de l'intérieur et faire un lance-flamme? Non, moi par contre, j'ai découvert rapidement que les pétards à mèche verte explosaient dans l'eau. Au fond des chiottes, il y a de l'eau. On a Langage. Nous avons mis un boxon pas possible dans les 2 toilettes publiques d'un bled dans lequel j'allais en vacances quand j'étais gamin. Il y avait 8 chiottes dans chaque toilette publique, 16 chiottes mortes. La mairie, s'ils me retrouvent, il y a prescription, je pense, parce que c'était il y a au moins 20 ans, donc il y a prescription. On a là un délinquant, le casseur de chiottes. Je suis pas fier, mais le bruit que ça faisait était si marrant. Ça faisait brrrr avec toute la porcelaine qui éclatait sur les côtés, c'était magnifique. Les gens, ils vont dire qu'on donne des mauvais exemples. Non, le faites pas. Ah ouais, non, waouh. Ah ouais, j'avoue. Ça donne un chômeur, là. J'avoue. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui, il fait froid aujourd'hui. Là, ça y est, commence à... Ouais. Et tu t'es vraiment mis qu'en pull. Ouais, parce que je me dis que ça me fera moins parler longtemps. Ça me motivera à aller plus vite pour me mettre C'est au la chaud. meilleure idée que t'aies jamais eue. Enlève le pull. Voilà, c'est souvent je me mets à parler, vous le voyez pas parce que vous avez le montage final qui déjà doit être d'une longueur phénoménale. Pierrot derrière la caméra là, il passe 2h30 à m'écouter parler à un mur de pneus. Non, mais en vrai, c'est super intéressant. C'est juste que du coup, vu que tu pars dans ton truc, j'ai même du mal à intervenir, donc je te laisse juste parler. T'as abdiqué. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de la faire courte en parlant d'une marque française dont on a déjà fait des parallèles, on a déjà essayé des voitures de la marque. Aujourd'hui, c'est un Vultec sur Peugeot.
Peugeot, qui est l'une des plus vieilles marques automobiles existantes encore aujourd'hui, puisque c'est une marque qui a plus de 200 ans. Avant même que l'automobile existe, c'est dire à quel point la marque est vieille. Je vous le resitue rapidement. Nous sommes au tout début des années. Vous allez vous dire voiture 1900. Eh bien raté, c'est les années 1800. Nous avons une famille qui est la famille Peugeot, parce que là c'est assez clair, vous l'aviez. Et chez Peugeot, on était une grande famille d'industriels. Alors ce qui est bien, c'est que chez Peugeot, donc c'était une famille très française classique. La famille idéale, le genre idéal, la religion, le travail. Dans la famille Peugeot, ils sont très nombreux. Et dans la famille Peugeot, un point d'honneur est mis à ce que chacun reprenne soit une activité déjà existante, soit développe une activité. Vraiment, ils sont dans cet esprit d'entreprendre. Salut à toi, jeune entrepreneur. C'est pour ça qu'on retrouvera beaucoup de personnes de la famille Peugeot qui innoveront dans plein d'endroits. Plein se planteront, d'ailleurs, ça arrive. Ils sont tous des entrepreneurs, des industriels, mais malgré tout, ils vont tous se centrer plus ou moins autour d'une activité, la fonderie. Et c'est ainsi que Peugeot se retrouvera à créer dans ses différentes activités différentes pièces métalliques. Alors ça va aller de pièces d'horlogerie, vraiment dans la précision du métal, jusque dans des trucs un peu moins précis, genre des moulins à café, le poivrier, bien sûr. Des vélos. Ils vont faire des vélos, ils vont faire des outils. Moi j'ai une scie. Et ben voilà, et il faudra attendre vraiment la fin des années 1800 vers 1890 pour qu'il y ait deux cousins Peugeot, Eugène Peugeot et Armand Peugeot, qui se lancent dans un truc alors à la mode, l'automobile. Ce qui est drôle à l'époque, c'est que on vous a déjà dit 1000 fois, oui, fin 1800, début 1900, ça tient plus de la calèche à moteur que de la voiture. Et là, je vais vous le redire un peu différemment, fin 1800, c'est vraiment des calèches à moteur. À tel point qu'il y a beaucoup de voitures de l'époque qui n'étaient même pas à 4 roues, qui étaient à 3 roues, donc on appelait ça des tricycles, en opposition au quadricycle, donc on ne parlait même pas de voiture, on parlait de quadricycle à moteur. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, donc, les deux cousins, Eugène et Armand, qui ont créé une entreprise connexe à Peugeot, mais du coup ça s'appelle les fils de Peugeot frères. Et c'est même pas des fils, c'est des cousins. Vous allez voir que Peugeot, c'est très famille. Et à l'époque, ils sentent le vent tourner, et avec leurs activités de fonderie, vont commencer à fabriquer des automobiles. En réalité, des quadricycles, et à l'époque, c'est même pas des automobiles Peugeot, c'est des automobiles pour d'autres marques. On vous l'avait déjà expliqué aussi, encore une fois. À l'époque, les voitures, c'était pas des voitures comme aujourd'hui, t'achetais un châssis, t'achetais un moteur, t'assemblais le tout, tu allais chez un carrossier, il te mettait une carrosserie, et ensuite t'avais ta voiture. Et à l'époque, Peugeot ne faisait que réaliser certaines parties. Tout début 1900, Armand et Eugène se prennent la tête. Tu veux te battre? Eh viens. Eugène va faire son truc dans son coin, et Armand continue à faire ses bagnoles dans son coin. Anecdote, Eugène claque vraiment pas longtemps après, et c'est les fils d'Eugène qui reviendront voir Armand, lui disant on peut refaire comme t'as fait avec papa, c'était chouette. Et en 1910, ils créeront tous ensemble la Société Anonyme des Automobiles et Cycles Peugeot. Donc là, j'ai un peu froid, donc j'avance un peu mieux dans la liste parce que je prépare des trucs, vraiment, là, l'histoire, il y en a pour... Trop longtemps. En 1912, fond de la thune. Ah bah, les affaires marchent en ce moment. Ah, ils sont à l'aise financièrement, oui. Quand ça marchait bien, en 1919 notamment, Peugeot faisait la moitié des véhicules français produits. Et ils voient arriver sur la table un concurrent, André Citroën, on vous en avait parlé, qui à la fin de la Première Guerre mondiale possède des thunes et qui se lance dans l'automobile, sauf que, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Je ne sais pas, mais André Citroën, contrairement à la famille Peugeot, possède des méthodes de fabrication très modernes, méthodes que Peugeot n'a pas. Ah. Et Citroën commence à proposer des produits mieux faits, moins chers, plus vite. Donc ça va vite commencer à faire chier. Ah ouais. Et le problème, c'est que Citroën ne sera pas le seul à faire de la concurrence, puisque Renault arrive dans le jeu, et en 1929, Peugeot va très mal. Peugeot s'est fait dépasser par ses concurrents Renault et Citroën. Peugeot a des méthodes de fabrication datées, Peugeot a des produits datés, Peugeot s'est fait enlever son activité des cycles Peugeot, qui était le seul truc rentable de l'époque. Donc autant vous dire que les années 30, ça va pas fort, et Peugeot ne passe pas très loin de la faillite, et il leur reste globalement un coup pour lutter. Et ce coup sera la Peugeot 201. En soi, une voiture pas forcément révolutionnaire, si ce n'est le nom 201, à la base nommé 201 puisque c'est le 201e projet de Peugeot, mais surtout Peugeot fera évoluer cette appellation et la conservera, puisqu'on a encore aujourd'hui l'appellation avec le 0 central. Techniquement, cette voiture n'a rien de phénoménal, surtout quand on voit qu'en face Citroën était en train de préparer la traction, mais la 201 proposait une voiture fiable, une belle évolution de ce qui existait déjà, une voiture relativement moderne, c'était dans la moyenne de ce qui se faisait, accessible et surtout avec une bonne gueule. T'es belle. Ok. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas compris, genre comment fabriquer une voiture efficacement en gagnant de l'argent. Mais au moins Peugeot, ils ont compris un truc, c'est qu'une belle voiture se vendra toujours mieux qu'une voiture moche. Et Peugeot fera rapidement appel à des designers vraiment renommés pour dessiner ces voitures. Et ça donnera notamment la 201 voiture qui est, soyons honnêtes, jolie. Fait une J'aime belle bien. caisse. Ouais. Belle voiture, Ouais, la c'est très 201. joli. Voilà, j'aime bien. Et ça a toujours été une belle voiture. Et ça tombe presque bien, puisque dans les années 30, il y a une crise économique Belle crise, bravo. qui fait que seront mieux mis en avant les modèles économiques simples
et surtout fiable, la 201 est donc tombée pile poil dans son époque, contrairement à la traction qui est tombée pile poil quand il fallait pas. Peugeot vivote ainsi avec cette 201 qui se vend correctement, mais de toute façon, ils vont être stoppés dans leur élan assez rapidement par la Seconde Guerre mondiale. On vous l'avait expliqué dans le Vultec sur Porsche, Peugeot a fait sa renommée avec son activité de fonderie. Et il s'avère que à Sochaux, à l'époque, ils avaient l'une des plus belles fonderies d'Europe. Un endroit parfait pour faire des missiles allemands. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Les activités de Peugeot seront saisies par les gros méchants. Clac. Oh la vache. Et les gros méchants avaient pour principal objectif de Peugeot d'en faire des missiles. Mais je vous spoil un peu la fin, il n'y aura jamais un seul missile V1 sorti des usines de Peugeot, puisque la famille Peugeot mettra tout en œuvre pour saboter leurs propres usines. Vous l'avez vraiment détaillé dans le Vultec Porsche, comment ça s'est passé et qui organisait ça. Ferdinand Porsche, spoiler. Pour la France, mission accomplie, puisqu'à la fin, jamais un missile n'aura vu le jour. Ils l'auront fait même jusqu'au péril de leur vie, puisque certains des dirigeants seront déportés en Allemagne pour avoir résisté aux ordres qu'on leur avait donnés. Et même l'un d'entre eux sera abattu pour donner exemple aux autres. Et pourtant, ils ont résisté jusqu'au bout. Et ça, c'est beau. La famille Peugeot sera l'un des acteurs majeurs de la résistance aux Allemands. Et Peugeot sortira avec la tête haute du conflit. Mais Peugeot sortira avec le portefeuille très bas, puisque comme je vous l'ai dit, ils ont passé les 5 dernières années à saboter leur usine, donc c'est foiré en fait. C'est pas juste la vie. Parce que tu fais la chose bien et tu ressors avec ton usine ravagée et personne pour te la payer. Hein. Ah bah non. Bah Renault, ils ont fait autre chose. Allez, voilà. Ah, elle a pas été saccagée l'usine Renault. Elle est neuve l'usine à la Ah fin. bah elle est impeccable. Ah, ça l'usine, hein. brillait. Hein. Et les bottes, elles brillaient là comme ça. Oh, c'était si raide là. Et tu sais que ça va faire 3 Vultec. Que je fais cette même blague. Et surtout 3 Vultec parfaitement démonétisés à cause de cette blague. Avant la guerre, ils voulaient essayer de concurrencer la Citroën Traction. La Citroën Traction qui était une merveille technologique et qui avait révolutionné le game. La 201 à côté, elle faisait... Bon, la guerre est passée par là, il n'est plus question de faire une concurrence à la traction, on va faire un truc simple, fiable, et surtout, et c'est là où ils l'ont compris, on va faire un truc accessible, faire de la masse. C'est ainsi que verra le jour la Peugeot 203. La 203 est donc le modèle d'après-guerre de Peugeot qui, du coup, ne reprend aucune des idées qu'on avait pour elle avant la guerre, c'est-à-dire qu'elle ne reprend pas le système de traction qu'on voulait lui implémenter, elle ne reprend pas les nouveaux moteurs, et elle reprend, plus ou moins, la 201 qui était déjà là, quoi. Mais ça a le mérite d'être bien dans son époque, avec une voiture fiable, économique, toujours aussi jolie et qui ne déboussolera pas les acheteurs. Il faudra attendre 1955 pour voir apparaître enfin une voiture notable chez Peugeot. La 403 sera notable pour un autre point, l'arrivée du diesel. À l'époque, le diesel existait déjà, notamment pour les tracteurs, les camions, les pelleteuses, les trucs comme ça. Mais en automobile, le diesel était vraiment quelque chose de pas du tout répandu. Il y a 2 constructeurs qui ont mis en avant le diesel. Mercedes, qui proposera le diesel avant même Peugeot, un tout petit peu avant. Mais surtout, au niveau mondial, l'un des pionniers du diesel, c'est Peugeot, la France. Peugeot se signalera donc dans son expérience de motoriste et notamment de dieseliste avec le moteur Indenor qu'on a retrouvé de partout et la 403 sera rapidement remplacée en 60 par la 404, l'évolution facile, hein, 403, 404 jusque là vous l'avez. La 404 qui elle marquera un vrai bond en avant de Peugeot dans la technologie et surtout dans le diesel. Aujourd'hui, acheter une voiture diesel n'est pas un sacrifice par rapport à une voiture essence. BM, il n'y a pas longtemps, il sortait des diesels de 400 chevaux et ça se passait très bien. Mais il faut se resituer, dans les années 60, un moteur diesel, c'est un moteur de tracteur. C'est-à-dire que les moteurs diesel de l'époque faisaient un bruit abominable. Les moteurs diesel de l'époque fumaient, genre ils sortaient vraiment d'usine en fumant, c'était fumant, ça puait la mort. Et surtout les diesels de l'époque n'avaient aucune performance, ça ramait du cul. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors tu te dis, mais pourquoi ils se sont évertués à faire du diesel si ça n'avait rien pour lui? Le diesel avait 2 choses pour lui. 1, la fiabilité. Les moteurs diesel étaient atrocement fiables. Et surtout à l'époque, les moteurs diesel étaient particulièrement économiques. Pas petites économies. Même à l'époque, une 404 diesel se contentait de 7 litres au 100. Quand son homologue essence tombait facilement 10, 11, 12 litres. Oui, elle pue. Oui, elle vibre. Oui, elle va pas vite. Mais elle consomme rien. La 404 était donc une vraie alternative économique et finalement, le seul truc qui bloquait, c'était les clients. Aujourd'hui, en 2023, les gens sont réticents à passer électrique. Ils ont peur. C'est la nouvelle technologie et on met d'abord en avant les points négatifs. Mais rassurez-vous, en 60, c'était exactement la même pour le diesel. Peugeot le savait très bien et c'est ainsi qu'on a vu naître ceci. Voici la 404 diesel des records et sur cette image,
image, il faut reconnaître deux choses. La 404, ça j'étais en train de vous en parler, merci, vous suivez, bonne journée. Et surtout, il y a un autre truc à voir, c'est le fond. C'est l'autodrome de Montlhéry, on a tourné plein de fois. Alors, à l'époque, ils avaient le droit de rouler vite sans se faire engueuler. Les choses ont changé. Peugeot se rend bien compte que les gens sont réticents au diesel, même sans trop savoir. De temps en temps, ils voient juste une voiture diesel passer dans la rue, ils voient que ça vibre, que ça pue, que ça fait du bruit, et ils se moquent des gens en disant « Ah, tu roules le diesel, moi je roule à l'essence, je consomme 15 litres, mais je m'en fous. » Peugeot va donc faire une opération de com vraiment réussie, c'était audacieux à l'époque. Avec cette 404 des records, l'idée c'était de créer une voiture pour les records avec un moteur de série, c'est-à-dire qu'au boulon près, le moteur était le même, et ils ont créé ceci qui a battu plusieurs dizaines de records. Et donc ils ont lancé cette voiture pendant 72 heures d'affilée sur l'autodrome de Montlhéry. Ils vont battre des records de vitesse moyenne avec un 160 de moyenne avec leur diesel. Alors ça fait rire 160 de moyenne, à l'époque 160 en diesel c'était inespéré, c'était chouette. Achetez pas un diesel pour faire des pointes sur l'autoroute. Puis après, le Q7 V12 est arrivé. Oh bah il y a eu Un peu 2 plus ans tard. je crois. Ouais, un tout petit peu plus tard. L'année d'après. Ouais, juste après. Et Peugeot, à travers ça, a fait une énorme opération de com qui a vraiment bien marché. À l'époque, genre, les gens étaient convaincus. Ils se sont dit, ah ouais, le diesel, ça doit pas être fiable. 72 heures d'affilée sur un tour, ils se sont fait, ok, c'est bon, j'achète un Q7 V12. Peugeot deviendra donc l'un des dieselistes les plus renommés au monde, et ça a été encore le cas jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à que le diesel se fasse buter finalement. Les affaires marchent pour Peugeot, qui voit son chiffre d'affaires augmenter et qui en profite pour rajeunir un peu sa gamme. Donc en 65, nous avons l'arrivée de la 204. Qui est la première traction de Peugeot. Je vous rappelle que la Citroën Traction est sortie en 34, 65, 30 ans d'écart. Alors vous vous dites, bon bah c'est une révolution vraiment la 204, alors non. Mais justement ça va avec ce que je vais vous expliquer. En 68, Peugeot sort en face la 504. Vous avez forcément entendu parler de la 504. T'as forcément un grand-parent qui a une 504. Moi mon grand-père a une 504, je crois qu'il y en a eu 2. Moi, je crois que mon grand-père a une 504. Tout le monde. Je crois, hein. Alors la 504, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, a été la 3e meilleure vente de l'histoire de Peugeot. Il y a 206, il y a 205, il y a 504. Voiture qui a eu une énorme carrière en France, en Europe, mais aussi dans le monde. Cette voiture a une carrière exceptionnelle, mais vous vous dites, mais cette 204 et ces 504, elles doivent avoir des trucs exceptionnels quand même pour se vendre par pelle. Eh bien, pas du tout. C'est incroyable de se dire que sur le même marché, il y avait de la place et pour des modèles fou dingues, comme des Citroën DS avec du pneumatique de partout et des voitures révolutionnaires quand on avance, et des voitures ultra classiques, puisque la 504 ne proposait rien de fou, il y avait un moteur diesel. C'est super. Pour vous donner un exemple, la 504 a été produite de 68 à 2005. 2005, c'est zinzin. 40 ans de carrière pour cette voiture ultra demandée. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a de si fou cette voiture? Eh bien, cette voiture avait des avantages que les autres ne proposaient pas. Renault proposait des petites innovations dans son coin avec l'arrivée du haillon, l'arrivée du turbo. Citroën proposait des vaisseaux spatiaux. C'est la NASA là-bas au fond, là-bas, les cons aux cheveux là. Et DC-15. Et Peugeot était un petit peu le dernier complément, avec des voitures qui rassuraient les gens. Classiques, fiables, belles, surtout en coupé, la 504 coupé. Ah, j'adore. Ah, qu'est-ce qu'elle est Mais même belle. la berline. Et c'est là où Peugeot arrivait vraiment à tirer son épingle du jeu. Eux, ils disaient, bon, la DS, elle est super. Je suis d'accord. La SM, elle est super. Regarde Gérard, il a acheté une SM. Il a fait 1000 km, il a explosé un joint de culasse. Bon, bah moi, ma 504 à 500 000 bornes, ça va très bien. Toyota a fait une carrière là-dessus. Hein. Et Peugeot proposait des produits classiques. Des produits qu'on sait ce qu'on sait, qu'on sait ce qu'on achète. C'est très bien dedans, c'est très bien dehors, c'est beau à crever. Si tu veux faire un petit peu le zouave, t'achètes une 504 coupée, dessinée par Pininfarina, des dessins italiens, comme les Ferrari. Et puis c'est parti pour en vendre des millions. Peugeot avait compris l'intérêt de l'esthétique dans les voitures et donc ça faisait un sacré moment que Peugeot développait des variantes coupées et cabriolet. De plein de ces modèles, la 504 coupée sera peut-être la plus symbolique avec la 406 coupée qui arrivera plus tard. Pourtant techniquement la voiture n'a rien de phénoménal, c'est même pas une traction, c'est une propulsion à l'ancienne. Les moteurs sont pas si exceptionnels, même en V6. Et c'est de dire qu'ils avaient compris l'intérêt de l'apparence d'une voiture, puisque pour leur coupé et leur cabriolet, ils faisaient appel à un atelier de style extérieur, Pininfarina, qui est un atelier de design. Leur métier, c'est d'essayer des bagnoles. Mine de rien, à l'époque, c'était assez novateur de faire appel à quelque chose d'extérieur. Citroën fera pareil avec Bertone, la Xantia faite par Bertone, la BX faite par Gandini. Vous vous rendez compte que le même mec qui a fait la Lamborghini Countach, il a fait la BX, hein? On fait pas toujours des choix, hein. Et nous arrivons à la fin des années 60. Enfin, ça y est, on est sorti de la faillite, on est sorti du marasme. Les voitures se vendent bien, la 504 est un banger. Et Peugeot va voir arriver un truc qu'ils attendaient depuis un moment. Leur concurrent de toujours, Citroën, qui leur a mis des sacrés bâtons dans les roues, à faire les zinzins, à faire des fusées là-bas. On vous l'avait expliqué dans le Vultec Citroën. Citroën se sent pousser des ailes, Citroën fait n'importe quoi. Et Citroën se retrouve en faillite. Peugeot va se retrouver dans une situation un petit peu compliquée, où d'un côté, ils se disent, ça pourrait être une bonne idée d'acheter Citroën, parce que
Si Citroën disparaît, ça fait chier pour le paysage automobile français. Si Citroën est racheté par un étranger, ça va faire chier parce que ça va donner à un étranger une vraie place de pouvoir dans notre pays et donc potentiellement baiser Peugeot. Et si Renault rachète ça, Renault qui était nationalisé en plus, ils auraient les moyens pour fumer Peugeot. Donc ils avaient un peu peur que la chute de Citroën soit annonciatrice de la chute de Peugeot. Mais dans l'autre sens, comme vous l'avez peut-être vu, Peugeot, ils sont pas bien avant-gardistes. Racheter le concurrent principal... On les a un petit peu aidés, hein. Ouais, alors ça c'est le deuxième point. Oui, l'État français ira jusqu'à mettre la pression à Peugeot pour que Peugeot rachète Citroën. Peugeot va donc se retrouver à racheter Citroën, bon gré mal gré. Et puis de toute façon, au passage, ils étaient en train de fumer un concurrent. Peugeot va racheter Citroën à Michelin, qui en était alors le propriétaire, et va réussir à assainir Citroën en 2 ans. Ils vont faire un travail incroyable. On vous l'avait expliqué en Vutech Citroën, en fait la solution c'était d'arrêter de faire de la merde. C'était facile. C'est bien résumé, hein. Peugeot va donc se retrouver dans une situation chouette. Parce que, alors certes ils se sont endettés, mais à 0% auprès de l'État. C'est sympa, c'est sympa. Et même s'ils sont un petit peu sortis de leur confort et qu'ils ont un petit peu fait les foufous en achetant Citroën, et ben ça va bien. Les voitures se vendent toujours bien, les Citroën se vendent mieux, et ils sont pas dans la merde financièrement. Les investisseurs ont confiance, la bourse a confiance, pour l'instant on continue. Chaque fois, toutes les marques automobiles, c'est failli faire faillite. Toutes. C'est génial! Et certaines ont carrément fait faillite comme ça. Mais il y a forcément un moment où t'as failli faire faillite. Et toutes les marques, toutes, dès que ça se passe bien, ils font les zinzins. Peugeot se dit, dis donc, ça se passe bien les affaires. Putain, quand on rachète des gens, on gagne de l'argent. Viens, on rachète d'autres trucs. C'était la carte piège, Yugi. Les années 70, on voit l'arrivée de 2 choses. 1. Peugeot va vouloir développer des moteurs plus gros. Peugeot ne faisait pas des moteurs exceptionnels, ils faisaient des petits V6 dans leur coin, mais pas des moteurs foufou. Et surtout, Peugeot a un rêve. La famille Peugeot veut implanter les voitures Peugeot aux États-Unis. C'est leur rêve. Sauf que tu te vois avec ton baluchon, prends ton baluchon et tes bagnoles, tu traverses l'Atlantique et tu dis bonjour, je vends des Peugeot. En face, ils vendent des Mustang. Eh, ça craque super bien, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, moi? Les États-Unis représentent pour beaucoup de constructeurs un Eldorado, sauf que pour aller prendre les États-Unis, il faut se lever tôt le matin quand même, hein. Les États-Unis sont parcourus par 3 fabricants majeurs, Ford, et ça fait déjà un moment qu'ils sont là, General Motors et Chrysler, et pour aller déboîter Chrysler, faut y aller aussi. Et ça tombe bien, dans le même temps, les Américains, ils rêvent que d'un truc, c'est s'implanter en Europe. Si les Européens veulent aller aux États-Unis, c'est pour vendre du chiffre. Les Américains sont dans une situation économique florissante. Les Américains sont du genre à acheter 3 voitures par personne parce que pourquoi pas. Et pourquoi pas? Et les Américains sont prêts à mettre des gros billets pour acheter des voitures européennes qui sont alors très chic. C'est pour ça que beaucoup de constructeurs européens se jetteront aux États-Unis pour vendre de la masse. A l'inverse, les constructeurs américains venaient en Europe, non pas pour vendre, puisque comme je viens de vous le dire, le marché était un peu à saturation, mais ils venaient pour l'image. Les voitures américaines aux États-Unis étaient un peu considérées comme des voitures de paysans. Faut que ça biche quand même. L'image, c'est important. J'ai sorti le survêt Umbro, faut pas blaguer avec ça. Alors ça, de toute façon, il y a un proverbe qui le dit, hein, nul n'est prophète en son pays. Peugeot désire s'installer aux États-Unis pour faire de la masse. Chrysler, dans le même temps, a créé une branche qui s'appelle Chrysler Europe, pour faire en sorte de remonter un peu l'estime de ses modèles. Si elles sont couronnées de succès en Europe, ça serait beaucoup plus simple de les vendre aux États-Unis. Chrysler va donc investir des milliards de dollars pour investir l'Europe. Attention, Chrysler et Chrysler Europe, c'est pas les mêmes entreprises. C'est motivé par les mêmes gens, mais c'est pas les mêmes gens. Sauf que, je vous l'ai dit, depuis l'Europe, s'implanter aux États-Unis, c'est dur. Depuis les États-Unis, s'implanter en Europe, c'est dur aussi, hein. Logique. La stratégie de Chrysler, c'était pas compliqué. Ils y connaissent rien en bagnole, ils y connaissent rien en Europe, eux, ils veulent juste s'installer. Donc ils arrivent. Bonjour, j'ai beaucoup d'argent. Voulez-vous mon argent? Oui, je veux votre argent. Bien, je rachète votre entreprise. Merci, mais c'est de la merde. Oui, mais j'ai beaucoup d'argent. Ah, chouette. La vache. Merci beaucoup. Ah bah là, tu mérites un Grammy carrément. C'est vrai que mon interprétation de je suis Chrysler et j'achète tout ce qui bouge, ouais, c'est cool, ouais. Cette technique, on vous l'avait déjà parlé dans le Vultech sur Ferrari, puisque Ford a essayé de faire ça avec Ferrari. Vraiment, c'était la technique américaine, hein. En fait, ils regardaient même pas ce qu'ils achetaient. Ils arrivaient, ils claquaient des billets, ils disaient je veux ça. Et ça marche ou ça marche pas, on verra bien. C'est ainsi que Chrysler Europe rachètera plein de marques en Europe, alors en Angleterre, en Espagne, en France. D'ailleurs, en France, ils auront Simca passé un temps, qui était une marque purement française. Ils sont arrivés, ils ont fait, vous voulez simplifier, mais c'est ça qui s'est passé, hein. Il y a bien que Enzo Ferrari qui a refusé ça. Mais sinon, les gens étaient contents de voir affluer tant de dollars sur leur compte. Souvent, ils allaient voir d'abord les marques qui ont pignon sur rue, sauf que Peugeot et Citroën, ils leur disaient, mais te faire foutre, elle va très bien mon Peugeot, casse-toi. Cassez-vous, bande de ramasse-merde! Donc ils allaient voir des marques de second rang. Ils allaient voir des Simca, ils allaient voir des Sunbeam. Bon, bah c'est bien gentil, sauf que si c'est des marques de second rang, c'est pas pour rien. C'est que c'est la merde, c'est que ça marche déjà pas bien. Donc ce qui fait que Chrysler Europe, qui a coûté un fric monstrueux à Chrysler, est en fait une petite merdouille, quoi. C'est un petit groupe un peu merdeux. Chrysler Europe va très mal et Chrysler Europe est à vendre pas cher. Et Chrysler Europe a plusieurs choses à proposer. 1. Ils ont à proposer des outils de production partout en Europe.
puisque quand ils rachetaient les marques, ils rachetaient aussi les usines. Donc, en rachetant Chrysler Europe, ils rachètent des usines en Angleterre, des usines en Espagne, des usines en France. Ça les arrange bien, puisque eux, ils veulent fabriquer des voitures. Dans le deal était aussi inclus l'avantage que Chrysler USA fasse profiter à Peugeot de tout leur réseau de distribution aux États-Unis. Il devait y avoir peut-être 1000 concessions Chrysler aux États-Unis, et le fait de simplement te dire tu passes de 0 à vendu dans 1000 concessions aux États-Unis, c'est quand même un peu sympa dans le deal. Ouais, c'est pas faux. Surtout que la beauté du deal ne s'arrête pas là. Ça permettrait aussi de devenir le 3e constructeur mondial. Si tu fais Peugeot, plus toutes les marques de Chrysler Europe, plus Citroën, le groupe Peugeot deviendrait littéralement le 3e constructeur mondial. On a failli passer à ça de cette réalité. Hein. C'est incroyable, t'aurais eu Ford, GM, Peugeot. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Peugeot, en absorbant Chrysler Europe, aurait été plus gros que Chrysler USA. Alors c'est très drôle. Bon, on s'amuse comme on peut, hein. Et en plus de devenir très gros, le dernier point avantageux dans cette affaire, c'est que Peugeot se protégerait des menaces. L'idée, c'est que plus tu mets la main sur des marques ou des entreprises, et à chaque fois ça revient dans ton portefeuille, c'est ce qu'a fait Volkswagen. Hein. Le deal paraît formidable et emporté dans leur élan, Peugeot va finaliser le rachat de Chrysler Europe en 78. Tout ne se passe jamais comme prévu, c'est pour ça que vous regardez Villebrequin d'ailleurs. C'est le résumé de notre chaîne, ça, tout se passe jamais comme prévu. Vous n'avez pas prévu que la voiture elle vole un peu en foutant des ailes dessus. Pas exactement, effectivement. En 78, Peugeot finalise ce rachat et Peugeot se rend compte de plusieurs trucs. Un, ils se sont mis vachement dans le rouge avec Citroën qui était dans le maxi rouge, puisque je vous rappelle qu'ils se sont mis à racheter Maserati et fabriquer des hélicoptères. Mais surtout, deux, ils se rendent compte qu'en rachetant Chrysler Europe, ils rachètent aussi les dettes de Chrysler Europe. Et Chrysler Europe a sacrément des dettes. Et c'est d'ailleurs très drôle puisque Chrysler, justement, les mêmes ont refait le coup plusieurs années plus tard avec Mercedes. Ils ont un peu baisé Mercedes, ça s'est jamais vraiment bien passé. Vous irez voir l'épisode. Peugeot se retrouve d'une marque à gérer à 250 254 marques. À un ou deux près. Environ. Même en France, ils ont Simca à gérer, ils ont Citroën à gérer. Par extension, ils ont Maserati à gérer. Bon, ils vont le dégager assez rapidement, mais quand même. Ils ont des marques à gérer en Grande-Bretagne, ils ont des marques à gérer aux États-Unis, ils ont des marques à gérer en Espagne, et ils ont l'offensive à mener aux États-Unis. Comme dit le même éponyme, ça fait beaucoup l'annon, et effectivement, ça fait vraiment beaucoup. À tel point que Peugeot se retrouve dans une merde noire en termes de financement, puisqu'ils se sont endettés de partout. Et puis surtout, ils vont, alors ça, c'est leur faute, hein, pour le coup. Je vous l'ai dit, Peugeot, ils sont pas très bons en innovation, ils sont pas très bons pour changer de mode de fonctionnement, et surtout, ils sont pas très bons en communication. C'est de la merde. Peugeot se retrouve avec plein de marques, et ils se disent comment qu'on fait pour marier plein de modèles qui ont rien à voir entre eux. Je sais pas, c'est comme si tu rachetais d'un côté Bugatti et de l'autre côté Dacia et que t'essayais de faire en sorte que ça se marie. Ça ne peut pas se marier, mais c'est pas grave, tu vois, tant pis, faut accepter les trucs. Oui, c'est pas si dramatique, ouais. Sauf que Peugeot, bah il l'entendait pas de cette oreille, et Peugeot va créer Talbot. Ils vont ressusciter cette marque Talbot qui était alors connue mais qui était morte quelques années avant, pour se dire, au moins sous Talbot, tout sera un petit peu unifié et les gens comprendront. Mais pas du tout, n'importe quoi, tu te fous de ma gueule. Enfin, personne n'a rien compris. Pour vous dire à quel point c'est parti en coucouille, on est arrivé à un point où, du jour au lendemain, Peugeot dit, ah ouais, au fait, vous connaissez Simca, maintenant ça s'appelle Talbot. Alors du coup, ils disent ça, les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils gueulent, ils comprennent pas, ils disent pourquoi ça s'appelle Talbot, moi j'achète une Simca. Alors du coup, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, dans le doute, on va l'appeler Talbot Simca. Très malin. Comme ça, moi, il n'y a pas de mécontent, elle s'appelle encore Simca et elle s'appelle Talbot. Moi j'ai mon Talbot, toi t'as son Simca. Super. Sauf que les gens ils bitent rien. Je vais pas appeler ma voiture Mercedes McLaren. Si. Ah. Eh merde. Alors du coup on va se retrouver avec des modèles avec deux marques. Parce que pourquoi pas? On va se retrouver avec des modèles de Talbot qui sortent avec le logo Chrysler. Mais j'achète quoi du coup? Moi j'achète une Talbot ou j'achète une Chrysler? Tu poses beaucoup de questions pour quelqu'un qui achète une bagnole, hein. Les concessions. Alors t'avais des concessions où c'était marqué Simca devant, mais ils vendaient des Talbot Simca dedans, ou des Chrysler, ou des Peugeot. Peugeot se rend bien compte de cette connerie avec Talbot. Alors ils se disent, bouge pas, pour que Talbot soit légitime, il faut créer des produits Talbot. Je vous présente la Talbot Samba, qui n'est qu'un bricolage honteux de la Peugeot 104. Sauf que ça se voit, tu me fais pas ça. Quand tu déguises un truc, fais-le avec un minimum d'effort. Ça c'est comme ta copie. T'as copié sur le voisin, mais évite de mettre le nom du voisin quand même sur ta copie, enfin. T'as jamais fait? Non, moi je copiais trop bien, moi. Je modifiais les mots et tout. J'étais trop fort. Et l'iPhone 3 était tout petit. Il allait parfaitement dans ma trousse. Et j'avais Safari dans ma trousse pendant les interros, mais j'étais le futur, j'étais. Non mais par contre, le cheat code, personne devait te soupçonner d'avoir internet dans ta trousse. Bah non, au pire, il m'engueulait d'avoir mon téléphone dans ma trousse, mais pas de tricher. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai un téléphone, je vais rien en faire de fou. Je me rappelle pendant les 2 premières années, vraiment c'était fou. Merci maman. Merci Mobicart. Merci Orange, qui ne fait plus de points. Vous êtes des Si vous connaissez la Mobicart, c'est vraiment que vous êtes trop vieux. Là j'ai froid, je suis en train de me dire que c'est peut-être le début de la C'est mort. juste ça, ouais. Elle t'emmène. Comme tous ces viewers parce que c'est trop long. Bah merde! Peugeot fera donc n'importe quoi avec Talbot. Alors c'est fou parce que Talbot c'est mort dans l'indifférence générale. Ils ont tapé un peu, ils ont mis tout sur le marteau comme ça en disant oyez oyez, Talbot est mort!
Et voilà. Et les gens ont vraiment continué de vivre. Et les gens s'en foutaient. Je m'en fous. Tu vas le faire, hein. Ouais. Mais fais-le devant la caméra, ça. Mais ça marche. Je fais un interlude parce que c'est vrai qu'on s'emmerde. Un petit truc en carton qu'il a trouvé dans un Happy Meal. Dans le Happy Meal. Oula, là, oh là. Ouais, il y a une roue qui a plié. Merde, putain! Non, je t'ai vu y arriver. Et Talbot mourra dans l'indifférence générale et même le dernier projet de chez Talbot, qui était censé être nommé l'Arizona, ne sera même jamais vendu sous la marque Talbot, mais sous la marque Peugeot, avec la Peugeot 309. C'est la seule Peugeot qui finit par 9. Il n'y en a jamais eu d'autre. Eh bien parce que la 309 était en fait un modèle qui n'était pas censé sortir sous la marque Peugeot. Et il ne pouvait pas l'appeler 205, ça existait déjà. Il ne pouvait pas l'appeler 206 parce que c'est l'évolution de la 205 et ce n'était pas une évolution de la 205. Il ne pouvait pas l'appeler 305 parce que ça existait déjà, la 306 est sortir. Ni 405, ni 505 parce que ça existait, ni 605 parce que ça existait aussi. Donc ils allaient l'appeler comment? En vrai de vrai, il y avait plein d'autres choix. Hein. Alors vas-y, dis-moi. La Beat, par exemple. J'ai un con de classe mondiale. Ah ouais, la Peugeot Beat. oui. Oh, Pierre Chabrier, le marketeur de l'année. Demandez-moi si vous avez une question. Hein. Au moment où la 309 sort, tu peux le retirer dans tous les sens, t'es baisé. Et comme c'était plus ou moins une 300 et qu'ils voulaient pas toucher à la gamme des 200, eh bien ils ont fait la 309. Par contre, ce que je trouve merveilleux, c'est que la 309, ils avaient prévu que les appellations se suivraient. Donc ça ferait 206, 207, 208, etc. Et que chez les 300, ça allait être pareil. Dans les années 80, quand ils sortent à 309, ils se sont vraiment dit, flemme de trouver un numéro qui soit cohérent, viens on l'appelle 309 et on verra plus tard. Ouais, on Et verra. c'est ça qui est génial, c'est qu'ils étaient très très loin d'arriver à l'appellation des 9, et ils ont droppé 309 et on verra dans 20 ans. Allez. Pas mal, non? C'est français. Si vous êtes un peu connaisseur de l'automobile, du coup vous saurez que la 309 prenait la base de la 205. 205 qui serait une voiture extrêmement importante pour le groupe Peugeot, puisque nous sommes donc à la fin des années 70. Peugeot s'est fait fumer la gueule de tous les côtés avec ses rachats divers qui leur ont coûté une fortune, et nous arrivons dans une situation très délicate puisque Peugeot n'a plus d'argent, et Peugeot se retrouve aux portes de la faillite, encore une fois, ça devient une rengaine habituelle. Encore. Et Peugeot va devoir se relever avec un modèle, le modèle de la dernière chance, le modèle qui relèvera Peugeot. Chez Citroën, le redressement se fera avec la BX, qui a été un banger absolu et qui a redressé Citroën, et par extension le groupe PSA, mais surtout, c'est chez Peugeot. Enfin, on vous en parle, on vous l'avait déjà essayé sur la chaîne. La Peugeot 205, la voiture qu'on nommera le sacré numéro, pas pour rien puisque cette voiture a sauvé Peugeot de la faillite. Cette voiture se vendra à plus de 5 millions d'exemplaires et sera la deuxième meilleure vente de l'histoire de Peugeot derrière la 206, j'y viens juste après. 205 qui était une voiture juste, mais pile poil ce qu'il fallait. L'époque était à la modération avec les différentes crises pétrolières et aux voitures fiables et économiques, et la 205 l'était particulièrement avec sa nouvelle plateforme et ses nouveaux moteurs. La 205, pardon, hein, mais belle à mourir. Oui, j'adore. Et même à l'époque lorsqu'elle sort, c'est une belle voiture qui ira ringardiser les Golf et même juste avant elle la 104. Quand tu vois la différence entre une 104 et une 205, waouh! Et surtout la 205 est une voiture cool. Cool. Alors, c'est peut-être là où ils ont marqué le plus gros truc. Quand la 205 sort, ils ont enfin compris que pour accompagner le lancement d'une voiture et la rendre cool, il faut la faire accompagner avec des stars. Donc la 205 sera présentée absolument partout. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. La 205 aura le droit à un partenariat très chic avec Roland Garros. C'est comme ça qu'on verra apparaître la 205 Roland Garros. La 205 va devenir extrêmement cool avec sa variante sportive, la GTI, et même à la toute fin, la GTI 1,9 litre avec ses 130 chevaux. Qui en fera une voiture encore plus cool, et surtout, mais la 205, c'est des victoires en course. Peugeot comprend que pour rendre sa voiture cool, il faut aller à la bagarre. Et la castagne. Et qu'est-ce qu'il y a de super cool en ce moment que tout le monde regarde et que tout le monde trouve cool en compétition en Europe avec des voitures surpuissantes sur des petites routes de montagne? Un groupe et qu'une lettre. Alors, waouh. Alors, groupe. Il y a tellement de lettres. Beat. Oui, le groupe Beat. Et oui, Peugeot sent le vent tourner avec l'arrivée du groupe B au début des années 80. Et vous l'avez forcément déjà vu, en tout cas sur notre chaîne, voici la Peugeot 205 Turbo 16 Evolution, qui est littéralement la reine des rallyes et qui gagne 2 fois, je crois qu'elle a gagné. Il y a eu quelques victoires, ouais, mais... Ouais, 2 fois, 85 et 86. C'est ainsi la dernière voiture à avoir gagné le groupe B avant que le groupe B disparaisse. C'est beau quand même, la dernière voiture qui a gagné le groupe B est une voiture française. Peugeot qui mettra en œuvre des moyens démesurés pour gagner le groupe B et qui te pondra une putain de 205 4 roues motrices turbo qui faisait quasiment 600 chevaux. Ce serait chouette qu'on essaye ça un jour. Ouais, ça serait chouette. Et pas demain la veille, mais ça serait chouette. Et la fin des années 80 vont se révéler fastueuses pour le groupe PSA. Alors là, c'est pas souvent qu'on vous dit ça, mais tout va bien. Oh,
La 205 se vend par pelle, la 106 se vend par pelle. Le groupe B est arrêté en 86 et Peugeot veut continuer à faire du pam-pam boum boum sur la route parce que c'est trop cool, parce qu'ils gagnent et parce qu'en 86 ils ont ruiné le game. Et bien si on ne fera plus de groupe B, on fera du rallye raid. Et c'est ainsi qu'on a vu apparaître une 205 Turbo 16 en rallye raid qui a gagné le Paris-Dakar. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître derrière la 405 Rally Raid qui a gagné le Paris-Dakar. Et puis quand ils arrêtent de le gagner en 405, c'est qu'ils ont laissé la place à Citroën pour qu'il le gagne avec la ZX Rally Raid, qui n'est d'autre qu'une 405, qui n'est d'autre qu'une 205 en fait. Harry Vatanen, au volant de sa Citroën ZX Rally Raid, a réalisé le meilleur temps devant une autre ZX Rally Raid, pilotée par Pierre Lartigue. Et puis c'est pas fini. Quand ils ont arrêté de faire du Paris-Dakar, ils vont où? Aux États-Unis, parce qu'ils voulaient vendre des trucs aux États-Unis. Le Pikes Peak, on vous l'a présenté. Qui c'est qui va en haut de la montagne avec une main comme ça, Harry Vatanen sur sa 405 Turbo 16? Puis l'autre il t'a pété le record au passage parce que pourquoi pas. Peugeot se sont donc poussés des ailes et se dit bah tiens ça serait incroyable qu'on monte dans la catégorie au-dessus. Et la catégorie au-dessus c'est quoi? C'est les 24 heures du Mans. On vous avait fait un Vultec sur les 24 heures du Mans. Peugeot se lance dans l'endurance et surtout veut gagner un truc les 24 heures du Mans. Toi des fois il y a des lubies, le matin t'adores prendre des cookies maintenant. Et bah eux c'est gagner les 24 heures du Mans, chacun son niveau. Ça c'est super ça. Peugeot veut gagner les 24 heures du Mans et Peugeot est certain avec son expérience et son savoir-faire de pouvoir gagner les 24 heures du Mans. Ils vont donc développer une voiture que voici, la Peugeot 905. Elle est incroyable. Je sais pas pourquoi je l'aime bien particulièrement alors qu'il y a d'autres voitures incroyables aussi aux 24 heures du Mans, mais celle-ci je l'aime bien. La Peugeot 905 qui va rapidement affirmer sa suprématie. Alors, elle gagne en 92, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. En tout cas, en 93, elle va faire un triplé. Bravo. Et la 905 va gagner les 24 heures du Mans 2 fois. 3 Peugeot aux 3 premières places. Et regardez la parade à l'issue de ces 24h93. Ce qui va en faire une voiture légendaire dans l'histoire de Peugeot. Et surtout, j'adore le concept. Peugeot, il gagne 2 fois 24 heures du Mans, 92, 93. Et ils se disent, bon, c'est bien gentil tout ça. Rallye, j'ai fait avec le groupe B. Rallye Raid, j'ai fait. J'ai gagné le Pikes Peak, j'ai gagné 24 heures du Mans. Qu'est-ce qui te reste quand t'as gagné tout ça? Une discipline que tout le monde veut. J'ai pas tout écouté, donc j'ai sûr que je l'aurais pas. La Formule 1. Bah ouais, j'allais le dire, mais du coup Peugeot était en Formule 1. Eh ben j'avais même pas l'info, tu vois. Je n'avais aucune idée qu'ils étaient allés en F1. Ça a été une étoile filante de la Formule 1. Il se trouve que le moteur qui est dans la 905 est un V10 3,5 litres qui correspond particulièrement aux spécifications en Formule 1. Pendant quelques années, Peugeot, et notamment en 94, ils se pointent avec leur moteur. Et moi, il n'y a pas eu d'écurie Peugeot, calmons-nous. Ils ont été motoristes. Et la première année, ils ont été motoristes de McLaren. Ça a duré 1 an, parce qu'après ils se sont fait virer. Bah oui, effectivement. Oui, techniquement, c'était un V10 3,5 litres dans les deux cas. Et oui, aux 24 heures du Mans, ils sont arrivés à le faire tourner 24 heures d'affilée sans problème. Ça s'avère qu'en Formule 1, on demande plus de puissance et moins d'endurance. Sauf qu'ils arrivaient à faire ni l'un ni l'autre. C'était ni assez puissant ni assez endurant. Et cette année-là, la McLaren a eu que des problèmes. McLaren qui avait l'habitude de gagner, hein. Oh bah ils sont passés bien loin du titre. Hein. Soyons honnêtes, à cause de Peugeot. Voilà. Laissez-moi travailler. J'en ai plein le cul de vous. On travaille à plusieurs. Merde. Cette première année ne sera donc pas vraiment couronnée de succès. Et donc la deuxième année, Peugeot ira rejoindre une écurie qui s'appelle Jordan, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui permettra à Jordan de faire une saison correcte. Ils ont continué à travailler avec Jordan. Bon, ça a marché vite fait, voilà. Mais surtout, fin des années 90, se signale une nouvelle écurie, l'écurie Prost Grand Prix. Alain Prost veut mettre en place une écurie à son propre nom, qui serait une écurie 100% française. Voiture française, moteur français, pilote français. Et sur le papier, c'est beau. Ce qui est vache, c'est que je vais vous donner le palmarès de la voiture, qui n'est absolument pas représentatif de l'histoire ou quoi, et pas représentatif du travail des gens de l'époque. Mais pour le coup, les chiffres parlent à un moment. Sur 3 saisons cumulées avec Prost Grand Prix, où Peugeot était motoriste, nous avons aucune victoire. Si tu l'étends aux années McLaren et aux années Jordan, ça fait 115 Grands Prix disputés pour 0 victoire. Bah c'est tout bon. Un seul podium. Et sur les 3 ans faits avec Prost Grand Prix, il n'y aura que 10 points marqués en 3 ans et au maximum un 7e au classement général. Aïe aïe aïe. Le coup porté sera extrêmement dur et surtout Peugeot va engloutir un pognon monstrueux et le pire, alors c'est ça qui est terrible, à la base tu fais de la Formule 1 pour communiquer, pour dire t'as vu je suis cool, achète mes voitures. Cool. Sauf que quand t'es tant mauvais, pas forcément de la faute que de Peugeot, ni que de la faute de l'équipe Prost Grand Prix, pour le coup là c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que l'aventure Prost Grand Prix a desservi tout le monde. Tout le monde est passé pour un con. C'est pour ça qu'après ils se sont vite désengagés de ça. Mais rassurez-vous, ils ont gagné 3 fois le championnat du monde des rallyes avec le 206. Alors ça va.
Ouais, alors je vous l'ai pas dit entre temps, ils se sont dit, tu sais quoi, on gagne en rallye, viens, on va refaire du rallye. Tant qu'à faire. Peugeot, en 2000, engage la 206 WRC, qui a gagné en 2000, en 2001, en 2002. Ça fait le début de la musique. Ta ta la la, ta 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 la ta la la la. C'est extrêmement gênant. Je viens de vous parler de la 206 WRC. Je fais un tout petit point dessus quand même puisque c'est une voiture majeure. C'est la voiture la plus vendue de chez Peugeot. La 206 a eu la lourde tâche de remplacer la 205. C'est un peu comme remplacer la Joconde. À l'époque, la 205 est la voiture la plus vendue de Peugeot. C'est une voiture qui se vend extrêmement bien. Lorsqu'arrive le moment de la remplacer, 16 ans plus tard, ils l'ont fait durer plus de 15 ans quand même. Peugeot proposera donc la 206. Alors autant vous dire qu'il serrait très très fort les fesses parce que pour remplacer la 205, c'est si facile de tomber dans l'échec après de faire un banger comme ça. Rassurez-vous, la 206 sera encore plus un banger que la 205. Et c'est fou à dire, mais la 206 passera les 10 millions d'exemplaires vendus tout confondus. Combien ? Fait intéressant, sur la fin de carrière de la 205, ils continueront de la vendre avec le début de la 206. Stratégie qu'ils reprendront par la suite avec la 206 Plus, qui n'était qu'une 206 remise au goût du jour, qui sera vendue en même temps que la 207, tellement la 206 se vendait bien. 206, voiture parfaitement dans son temps, fiable, économique, qui était merveilleusement belle. La 206 quand elle est sortie, elle était trop belle. Moins que la 205, mais c'était sympa. Bon, alors la 206, on l'a tous trop vue, donc Ouais, on voit je crois plus que le c'est trait ça. de crayon dedans. Mais la 206 est une voiture extrêmement belle, une voiture qui, comme la 205, sera cool, notamment à travers ses pubs. Vous vous souvenez forcément, la pub de l'éléphant. Bah évidemment, elle est incroyable cette pub. D'ailleurs, il y a une époque, petite anecdote pour Villebrequin, où on a voulu la refaire, premier degré. Je sais plus exactement pourquoi, pour l'essai. Et c'était pour l'anniversaire de la 206, c'est pour les 20 ans ou les 25 ans. Et on s'était dit, bah tu sais quoi, on a envie de refaire cette pub. Et puis bah, pour des raisons peut-être assez évidentes, à l'heure aujourd'hui, où on a un petit peu plus de possibilités financières de faire des trucs, ça serait un peu tendu. Je dis t'es tendu, Natacha, c'est tout. Mais alors à l'époque, c'était... Je sais même pas pourquoi on s'est dit, viens, on essaye. Je me rappelle très bien, il y avait deux trucs. Ce qui nous a le plus freiné, c'est même pas le fait de trouver un éléphant. Non, c'est vrai. On a vraiment commencé à regarder pour trouver un éléphant et se dire, putain, faudrait qu'on la refasse. Parce qu'on a une idée derrière, c'est pas juste pondre ça. Ouais, mais je sais plus justement. Alors déjà, il y a le premier truc de se dire qu'utiliser un animal qui a rien demandé pour écraser une voiture, c'était pas vraiment à la mode. Et le faire en 3D, ça demande énormément de budget. Étonnamment plus que de trouver un éléphant, à mon avis. Et le pire, c'est que c'était pas tellement ça, mais surtout, pour le même anniversaire, Top Gear de l'époque a refait exactement la même chose avec la 208 GTI. Sauf que c'est de la pure merde alors. Ouais, c'était pas ouf. Ouais, c'est vrai, ça y est. Et à la base, pour tout vous dire, ça fait un très bon pont, c'était censé être devant un essai d'une 206 GT. Anecdote, vous savez que la 206 a été vendue avec plein de moteurs, la 206 a été vendue même en version sportive RC. Connaissiez-vous la GT? GT curiosité exceptionnelle, tu connaissais? À l'époque, non, je me rappelle que je m'étais dit, mais tiens, c'est fou. Eh bien, c'est normal, puisque la 206 GT est une curiosité. Comme je vous l'ai dit, Peugeot a engagé la 206 en 2000, 2001, 2002 pour gagner. Sauf qu'il y avait toujours cette règle de devoir engager une voiture dérivée d'une voiture de série. Sauf qu'il y a un problème. Tout début 2000, il fallait absolument engager la 206. La réglementation de l'époque en WRC impliquait que les voitures fassent 4 mètres de long minimum. Et la 206 ne faisait que 3 mètres 83. Ah! Comment qu'on gagne 17 cm sur une voiture à pas cher? Je me colle à l'arrière comme ça et je... C'est pas ta meilleure répartie celle-là. Eh bien, on gagne 17 cm à pas cher avec la 206 GT. En fait, ils ont pris une 206 S16 et ils ont collé des gros pare-chocs. C'est tout. Et c'est incroyable, c'est génial. Alors, si vous regardez bien la 206 GT, les pare-chocs qu'on retrouvait sur la 206 WRC, c'est normal, c'est les mêmes pare-chocs. Et ils ont gagné au total 17 cm. Ce qui fait de la 206 GT une 206 S16 avec des gros pare-chocs. Génial. Si vous voulez une autre anecdote, les quotas de vente avaient augmenté par rapport au groupe B, puisque là je crois que c'était 7000 de tête. Sauf que vendre 7000 exemplaires d'une 206 particulièrement moche, c'est compliqué. Ce qui fait que carrément, pendant un temps, ils bradaient les 206 GT pour pouvoir les vendre, et les gens à la place enlevaient ces boucliers-là pour remettre des pare-chocs de 206 normales. C'est-à-dire qu'on retrouve pas mal de 206 GT qui ont été normalisés. Donc aujourd'hui, c'est devenu du coup une rareté de retrouver ces pare-chocs-là, parce que c'est les pare-chocs de WRC. La vie est injuste, encore une fois. Que vous dire, on arrive sur la fin, les années 2000, Peugeot lance sa série D7 avec les 207, 307, 407, 607. Point commun, il n'y en a aucune qui est fiable. Point commun, elles sont toutes vendues principalement en diesel. Peugeot va, dans les années 2000, mettre un point d'honneur à mettre en avant vraiment le diesel. C'est ainsi que Peugeot sera l'un des pionniers dans le diesel, un dieseliste vraiment reconnu, avec le HDI qui surtout implémentait le Common Rail, qu'on voyait seulement chez les Italiens avant, et qui sera vraiment une révolution dans le monde du diesel. Pendant un temps, Peugeot fera donc les diesels les plus performants du monde, et fera vraiment là-dessus sa renommée mondiale, aussi bien en termes de moteur que de châssis, puisque les Peugeot étaient aussi équipés de très bons châssis. Et à tel point que le diesel a été si prédominant
dominants au début des années 2000 chez Peugeot, qu'ils finiront par revenir aux 24 heures du Mans avec ceci. Voici la Peugeot 907, qui est plus ou moins l'évolution de la Peugeot 905. Oh, un détail près, il y a un diesel dedans. Vous êtes fou, mon petit. Alors aujourd'hui, encore une fois, un diesel performant, ça ne choque plus personne. Lorsque cette voiture est engagée en 2005, un diesel performant, c'est nouveau, ça n'existe pas. Tu me dis un diesel performant, c'est comme si je te disais une paire de talons pour courir. Faire les 24 heures du Mans diesel, tu te simplifies pas la tâche. Alors en 2005, ils engagent la 907 diesel qui serait équipée d'un V10 HD. Un des concepts qui m'a le plus marqué chez Peugeot, c'était la 908 RC, que j'avais vu au mondial et que j'avais trouvé incroyable et qui techniquement avait un V12 HDI. Et ça, c'est beau. Qui ne sera malheureusement jamais produite en série. Évidemment. C'est dommage, hein. Ils en auraient vendu au moins 5. Et 6 peut-être. Doucement quand même. Ouais. Et même si Peugeot s'engage en 2005 avec la 907 HDI, il faudra attendre 2009 pour qu'ils gagnent. Ils ont un peu galéré, hein. Vraiment, ils n'ont pas eu de chance. Et du coup, je vous la fais courte, hein. Après, ils ont fait un doublé, certes. Ils ont gagné plusieurs fois. 2013, il y a eu quoi? Pikes Peak. Loeb a gagné sur sa 208 T16, qui avait le fameux 1 pour 1, El Famoso Uno por Uno, c'est-à-dire le rapport 1 pour 1, un cheval pour 1 kg, 875 kg pour 875 chevaux. Ça commence à cogner secos, comme on dit. Ça doit commencer à te plaquer fort. Hein. Ce qui est fou, c'est que tu mets 875 chevaux dans 2 tonnes, c'est déjà un monstre. Donc dans même pas une. Ça doit cartonner, ouais. Dernièrement, il y a eu le retour en rallye. Finalement, ils reviennent toujours au même truc, c'est ça qui est bien. Ils sont revenus en rallye raid avec le 2008 DKR, qui avait du diesel. Elle a gagné, Peter Hansel a gagné, mais de toute façon, tu fous Peter Hansel sur un tricycle, je pense qu'il gagne de toute façon. Peugeot dernièrement, qu'est-ce que c'est? Eh bien Peugeot dernièrement, c'est une marque qui bouge beaucoup. C'est une marque qui bouge beaucoup, qui évolue plutôt pas mal, qui évolue dans le bon sens en termes de qualité, je trouve, qui se ressent du coup aussi sur les prix finalement quand même. Hein. Ah bah la 508 PSE. Hein. La 508 tout court déjà. Alors les derniers faits notables de chez Peugeot, c'est qu'en 2017, ils ont absorbé Opel, donc c'est-à-dire que maintenant c'est le groupe Peugeot Citroën Opel, qui a intégré lui-même il y a 2 ans le groupe Fiat Chrysler. On se retrouve hein, toujours les mêmes dans les mauvais endroits, hein, pour créer le groupe Stellantis. Toujours à Gario. Hein. Et du coup aujourd'hui nous avons le groupe Stellantis qui regroupe du coup un nombre de marques faramineux. T'as Fiat, t'as Chrysler, t'as Jeep, Dodge, t'as Peugeot, t'as Citroën, t'as Opel. Paquet d'oseille, ça commence à faire beaucoup là. Ils ont changé d'identité visuelle dernièrement en changeant le logo et ça faisait un moment que le logo il était comme ça. Et puis bah comme tu disais, ouais, les modèles ont vachement monté en gamme, ils veulent vraiment monter PSA en gamme. Et maintenant on est vraiment sur un Peugeot chouette quoi. Ouais, Peugeot c'est chouette, la nouvelle 208 elle est belle. Après l'hybride par exemple. Commence à taper à des 60 briques pour 3008, tu fais putain et ça commence à me faire grincer des dents costauds. Hein. Ça me casser le cul, ouais, un petit peu, ouais, je vous cache chier, pas. ouais. Bah moi le seul truc qui me fait de la peine avec Peugeot dernièrement, c'est que le moteur THP qu'ils ont fait en partenariat avec BM au début des années 2000, bah il est encore vendu là. Le 1,6 litre PureTech, sauf que c'est une merde, ça a été une merde, c'est toujours une merde. Bah il s'agirait de commencer à changer de moteur vraiment. Parce que pour le coup, justement, bah la 508 PSE, pleine de qualité qu'elle est, notamment un châssis fou, on a déjà rencontré des gens qui avaient une 508 PSE. Ils en disent pas du bien. Le moteur il a la peine, la boîte elle va pas, l'électrique qui est jamais là pour t'aider et en fait bah t'as une merde, voilà t'en as pas pour ton argent. Qu'est-ce que je te raconte, t'as une merde. On va peut-être y aller hein, écoute. C'était chouette hein. Merci de nous avoir regardés, pensez aux commentaires, pensez à vous abonner, pensez à nous dire si c'était intéressant ou trop long. C'était un peu long. Mais les gens sont tous partis là, hein. Oui, La oui. crotte elle est finie depuis un moment. Oui là c'est vrai que mais c'est ça notre problème à nous, c'est qu'on est passé sur un rang où vraiment les gens ne peuvent plus nous regarder aux chiottes. Enfin ton caca à un moment 1h30, c'est long pour un caca quoi. Ça a séché. Je suis vraiment en train de regarder pour des chiottes japonaises premier degré. Ouais, bah ouais, ça me donne. Voilà. Ouais, bah je suis bien parti au bon moment. Moi. Bah partez hein, maintenant, de toute façon c'est fini. Hein. Vous pouvez arrêter la vidéo. Hein. Ciao en tout cas. Bah tu t'es abonné peut-être? Ouais, si tu t'abonnes c'est mieux en tout cas. Merci. L'herbe est plus poutre Que le verre. que l'ours que tu n'as pas tué que 2 tu l'auras. Ça, c'est oui. Fais bien attention. Et attention aux orties. Ça roule, parce que Pierre qui roule, N'amasse pas les orties. eh ben non, qu'est-ce qu'elle roule? Et vous suivez un peu enfin.